idéologiquement, le Polisario était un amalgame de beaucoup d'idéologies. Il y avait des communistes, bon, des maoïstes, des communistes, il y avait des nationalistes arabes, il y avait des gens qui n'avaient même pas d'idéologie. Tout cela a formé ce mouvement-là. Et plus tard, ça va s'éclaircir dans les guerres fratricides que va connaître le Polisario, qui vont connaître leur apogée en 88. Parce qu'il n'y a pas une homogénéité. Et puis aussi, ça va se concrétiser lorsque l'Algérie a fait son choix clair et net que le Polisario doit continuer d'être un outil de la politique extérieure algérienne et non pas au service des intérêts des Sahraouis. Parce que si vous voyez Tindouf, aujourd'hui les camps de Tindouf, c'est quoi? Il y a trois composantes dans ces camps. Une partie qui était des citoyens algériens, bon, ils sont d'origine sahraoui, parce que c'est la frontière, mais ce sont des Algériens qui ont vécu à Tindouf et qui ne connaissent pas Tindouf. Vous avez réellement une partie qui a fui le Sahara et qui sont du Sahara que l'Espagne a laissé. Et il y a une autre partie qui a rejoint les camps après le coup d'État en Mauritanie en 1978, mélangé à beaucoup de gens qui ont fui la sécheresse dans le nord du Mali et dans cette partie du Sahel, et ce qui constitue aujourd'hui la totalité des camps de Tindouf. À mon avis, je résume pour dire qu'il était très difficile à l'époque, 73-74, d'échapper à être membre du Polisario à notre âge, mais qu'il serait extrêmement incohérent de rester à ce membre au moment où je vous parle, en 88 à 90. Je dis tout simplement que le Polisario a été greffé, l'affaire du Sahara a été greffée à la décolonisation. C'est une greffe. La greffe tiendra combien de temps, mais c'est une greffe. Ce n'est pas naturel. Et d'ailleurs, vous voyez que toutes les questions de décolonisation ont été résolues avant la chute du mur de Berlin, la majorité partie. Et le jour où le mur de Berlin a chuté, l'affaire du Polisario et de l'Algérie a commencé à descendre en pic parce que le monde a changé de conception. C'est comme dans les affaires pénales. C'est facile de déposer un dossier, mais c'est difficile de le terminer. Premièrement, je pense que le dossier du Sahara a passé par beaucoup d'étapes. Le Maroc, au début, a déposé l'affaire du Sahara devant la Commission des Nations Unies parce qu'elle était dans ses pleins droits. L'Espagne était occupante. Et le Maroc était plein droit. Et d'ailleurs, il a été soutenu par tous les pays révolutionnaires de l'époque, soi-disant, et les pays du tiers-monde. Après, il y a eu l'indépendance de l'Algérie, qui s'est érigée en leader du tiers-monde. Et puis, il y a une division nette du monde après la Deuxième Guerre mondiale aussi, entre les camps capitalistes ou réactionnaires, comme on disait à l'époque, et les camps révolutionnaires. Aujourd'hui, l'affaire du Sahara elle reste inscrite aux Nations Unies parce qu'il n'y a pas encore une solution où il y a le sceau des Nations Unies. Et c'est ce qu'on est en train de chercher. Et à mon avis, pendant beaucoup de temps, le Maroc pensait que seul avoir le droit historique suffisait. C'est pourquoi on est engagé depuis quelques années dans une réelle bataille de grignotage, une réelle bataille où le Maroc, à mon avis, a beaucoup gagné. Il y a quelques années, ce qui était posé au Sahara, c'était un référendum. Ça veut dire un oui ou un non. Ça veut dire être marocain ou être indépendant. Aujourd'hui, cette option n'est plus celle des Nations Unies. Et ça, c'est très important pour moi. Aujourd'hui, il ne peut y avoir des questions du Sahara qu'une question consensuelle qui a l'aval de deux parties. Donc, elle ne sera jamais une solution maximaliste. D'où l'exécution d'un État sahraoui en dehors de l'État marocain. Ça, c'est très important à mon avis. C'est dans cette période de la guerre froide qu'il y a eu la reconnaissance de la race, qui d'ailleurs, maintenant on voit, sont en train de s'effriter, qu'il y a eu la rentrée à l'OIA, parce qu'il y avait 26 pays à l'époque
il y avait une majorité de simple, puis Edem Kodjo à l'époque voulait se présenter pour un autre mandat en tant que secrétaire général de l'OIA, il voulait être appuyé par les amis d'Algérie, et il a fait un forcing pour faire entrer la race dans l'OIA. Et comme il n'y a pas un mécanisme pour faire sortir un État, la soi-disant race est restée à l'intérieur de l'unité africaine.